Toyota Tsusho Corporation est un groupe performant qui s'active dans l'automobile, la construction, l'énergie renouvelable, pour ne citer que ces secteurs. La visite officielle est une nouvelle occasion de parler de ces projets au président Macky Sall. J'ai eu un entretien très fructueux. Nous avons parlé de beaucoup de projets en cours dans le pays, au Sénégal. Et c'était très encourageant. Nous recevons toujours le soutien très fort de la part du gouvernement sénégalais. Nous travaillons dans le domaine de produits pharmaceutiques. De la coopération dans ce contexte de visite officielle ici au Japon. Mitsubishi Corporation, un important conglomérat japonais composé de 300 sociétés. Le groupe intervient dans beaucoup de domaines, dont l'environnement, les infrastructures, la finance, etc. Les dirigeants ont abordé l'état d'avancement du projet d'usine de production d'ammoniac, d'engrais et d'urée à partir du gaz qui sera produit dans notre pays avec comme partenaire Petrosen Trading et la compagnie Khalid Energy. Le chef de l'État a vivement encouragé Mitsubishi Corporation et ses partenaires sénégalais à poursuivre avec diligence les pourparlers déjà engagés pour l'aboutissement heureux de ce projet prioritaire. Ces audiences sont rares, mais il en a tout de même accordé au président du Sénégal. L'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, a salué la coopération de longue date entre le Sénégal et son pays. Et le président Macky Sall a également réitéré sa volonté de réaffirmer ses liens, Mamadou Belem, avec Omar Nying depuis Tokyo. Le palais de l'empereur du Japon. Ici, les audiences sont très rares. Mais ce lundi, le président Macky Sall a eu l'honneur de rencontrer Sa Majesté Naruhito, 126e empereur du Japon, à la tête de la plus ancienne dynastie régnante en exercice. Après lui avoir souhaité la bienvenue, l'empereur a exprimé sa gratitude au président Macky Sall pour la qualité des relations entre le Sénégal et le Japon. Le président Macky Sall l'a remercié pour cette hospitalité en lui rappelant le voyage que ses parents, l'empereur émérite Akihito et l'impératrice émérite Michiko, ont effectué au Sénégal en 1984. Le Sénégal garde en mémoire ce voyage et cette visite officielle est l'occasion de raffermir les relations amicales et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Japon. Le partenariat dont nous célébrons les 60 ans porte sur plusieurs domaines. L'eau et le nucléaire étant des sujets d'intérêt pour l'empereur, le chef de l'État a abordé avec lui ces sujets sur lesquels une convergence de vues s'est dégagée, notamment vers l'attachement de nos deux pays à la paix dans le monde. Un échange donc fructueux à l'issue duquel l'empereur du Japon, Sa Majesté Naruhito, s'est dit très sensible à cette visite que le président Macky Sall lui a rendue ce lundi ici au Japon. La décongestion du port autonome de Dakar est un programme d'urgence de l'État du Sénégal. L'objectif, c'est de réduire considérablement les temps d'attente des navires au niveau des quais. La mesure participerait aussi à réduire le coût de certaines denrées de grande consommation. Un plateau spécial dans le cadre de la Rétro 2022 sur la RTS a été consacré à la question. Voyons ces quelques interventions. En 27 jours, nous sommes passés d'un port qui étouffait, un port qui engorgeait, et depuis une semaine, on est avec un port surcapacitaire, avec une disponibilité de 3000 mètres linéaires de quai. Depuis 10 jours, aucun navire n'a séjourné en rade. Nous partons d'une rade qui étouffait, qui engorgeait, à une rade qui glisse progressivement vers les quais avec 0 temps d'attente. Je pense qu'il était important de comprendre que la communauté portuaire a tout de suite indiqué les priorités d'une situation qui n'était pas compliquée, mais qui était simplement complexe par une lecture de
5 ressorts majeurs. Travailler à la réduction des temps d'attente des navires en rade. C'est un ensemble. Vous savez, je me plais tout le temps de rappeler aujourd'hui que le port de Dakar, c'est le port naturel du Mali. Parce que dans un pays où vous faites transiter 70% de votre trafic, donc c'est pratiquement votre économie qui se joue dans ce pays. Donc la conjonction portée avec tout son corollaire de temps d'attente, qui parle de temps d'attente, parle de surestarie, des magasinages, donc ça fait des gains, des coûts, des circuits énormes donc, pour le transit. Donc je crois que c'est tous les moyens qui ont été touchés, donc, y compris le transit aujourd'hui. Donc je le rappelle tout à l'heure, nous avons aujourd'hui à peu près 70% de notre trafic qui passe par les ports du Sénégal. La grande leçon de ce travail qui a été fait, c'est de recréer la dynamique d'une communauté portuaire. Moi, je dois avouer que ça fait 4 ans que je suis arrivé ici. Il y a bon nombre d'opérateurs que je ne connaissais pas, où j'entendais parler, je ne les voyais pas. Et finalement, sous l'impulsion du DG Moutagassi, on a été obligé de se retrousser les manches et de discuter. Nous, c'est vrai qu'on discute avec pas mal d'opérateurs, de voir comment on s'arrange, de trouver des situations. On n'a parfois pas le matériel pour les navires qui ont accosté chez nous. Hein, donc ça, pour moi, c'est quelque chose que j'espère qu'il va durer. La communauté portuaire, elle doit être une vraie communauté portuaire. Et ça, je pense qu'il y a eu un vrai pas de fait. Se poursuivre ces éditions spéciales tout le reste du mois de décembre pour vous permettre justement de revivre et de revenir sur les événements qui ont marqué l'année 2022. Éduquer, former les enfants au civisme et à la citoyenneté, c'est un des objectifs de la semaine de la petite enfance et de la case des tout-petits actuellement en cours. À Dakar, les Olympiades sont mises à profit pour justement susciter l'intérêt des enfants. Ousmane Doye. De cette semaine nationale de la petite... Si vous êtes fan de cinéma et de récits historiques, alors ce rendez-vous devrait vous intéresser. Le film Tirailleurs passe en avant-première ce soir à Dakar et cette production relate le rôle du continent africain dans la Première Guerre mondiale. Oumar Sy est l'acteur principal et à l'occasion, il a été l'invité du 20h de ce lundi. Regardez. Tout pays devrait fonctionner comme ça, c'est-à-dire que un pays qui fonctionne, c'est avec des adultes qui fonctionnent, et les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. Donc tout part de là. C'est-à-dire que les véritables changements passent forcément par les petits enfants. Donc bien les encadrer, les soigner, les éduquer, c'est hyper important. Oui, ça fait un pays plus sûr et plus serein. Les enfants aiment bien le cinéma. Hein, c'est important, le cinéma, c'est important, les histoires. Les enfants aiment les histoires, et le cinéma, c'est plein d'histoires, effectivement. Et surtout vos films, vous avez sorti Yao, déjà. Oui, qui parle aussi de relation entre un adulte et un enfant. Et effectivement, oui, les enfants, d'ailleurs, Yao était un petit qui écrivait les histoires, qui aimait les histoires, et qui aimait donc le voyage. Et donc, ça parle de tout ça. Ouais. Alors, Tirailleurs qui débarque à Dakar, on va le dire comme ça, pourquoi avoir choisi justement de lancer ce film dans la capitale sénégalaise? Parce que c'est un film, en fait, qui pour moi, qui fait le lien entre les deux pays, qui sont la France et le Sénégal. D'ailleurs, pour monter le film, dans le financement, on a eu l'aide du CNC, c'est l'aide au cinéma venu de la France, mais on a aussi le FOPICA qui nous a aidés pour ce film. Et c'était important pour moi, symboliquement, d'avoir les deux pays qui nous aident à faire ce film-là. Donc, le film va sortir en France donc le 4 et ici il sortira le 6. Et donc c'était important pour moi que ce film sorte dans les deux pays parce que c'est un film qui parle du lien entre les deux. En fait, ces tirailleurs qui ont quitté le Sénégal pour se battre en France, c'est bien le lien qu'il y a entre ces deux pays et c'est une histoire malheureusement très peu connue en fait de part et d'autre d'ailleurs. Aussi bien au Sénégal qu'en France, je pense qu'on n'a pas idée de la portée de ce que ça a pu être comme conséquence sur la vie de ces hommes-là, en fait. Ce qu'ils ont quitté, ce qu'ils ont vécu là-bas, on manque beaucoup de détails. Et donc, cette histoire-là, elle permet de mettre un peu en lumière tout cela et surtout de faire une rencontre avec ces hommes-là. Parce que tirailleur est un peu un terme générique et finalement, il s'agit d'hommes, d'histoires, de vie. Et donc, ce film-là, j'espère, met en lumière tout ça et précise un peu les choses. Il y a eu les 2 guerres mondiales dans lesquelles les tirailleurs sénégalais ont participé. Et ce film parle de quel tirailleur exactement? Il parle de la première, justement. Parce que, justement, pour ma part, quand on parlait de tirailleurs, avant que je rentre dans le détail de cette histoire-là,
Je ne sais pas pourquoi on associe beaucoup plus les tirailleurs à la Seconde Guerre mondiale, alors qu'ils étaient là dès la première. Et surtout, pour la première, ça a été beaucoup plus compliqué pour eux parce que justement, il y avait à faire connaissance. C'était des soldats qui ont passé un hiver très difficile. Donc, c'est après ça qu'ils ont instauré l'hivernage, c'est-à-dire que retirer les troupes des tirailleurs des moments où il faisait froid et les mettre dans le sud parce qu'ils ne supportaient pas l'hiver, ce genre de choses-là. Et puis surtout, en fait, en France, le 11 novembre, on rend hommage au soldat inconnu. Donc, le soldat inconnu qui est le symbole de tous les soldats qui se sont battus pour la France. Et malheureusement, on fait très peu de liens entre les poilus, donc, qui sont représentés par le soldat inconnu, et les tirailleurs. Et donc, j'espère que ce film va mettre en lien ces deux-là et que tous les 11 novembre, on va célébrer tous les soldats, les poilus, mais aussi les tirailleurs. Il y a également l'histoire des Terreurs 44, hein, qui juste après, justement, juste après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on associe beaucoup à la deuxième et pas à la première. Mais il y avait déjà la première et il y a déjà eu des soldats qui ont été, comment dirais-je, oubliés après la première. Tcharoy, il reste malheureusement un événement très, très malheureux, mais il s'agit de la deuxième. Mais il y en avait déjà dans la première. Alors, vous parlez du Sénégal et de la France, hein, à travers justement ce film. Comment, on ne va pas parler de réconciliation, mais comment consolider justement l'histoire qui lie ces deux pays-là à travers ce film. Et vous parlez d'un soldat enterré sous l'Arc de Triomphe. On est connu, qui serait sans doute un Sénégalais. Il pourrait, en tout cas, c'est pas exclu qu'il soit pas un Sénégalais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ossements de cet homme-là, on ne sait pas d'où ils viennent. Il pourrait très bien être un Sénégalais. Moi, en fait, je mets juste une hypothèse. Et si? Parce que c'est possible, en fait. Et c'est juste que chacun puisse se poser la question et de se dire, ouais, et pourquoi pas, en fait? Parce que, en fait, c'est une possibilité. Et donc, j'aimerais juste que tout le monde soit au fait de cette possibilité et de, quand on rend hommage, justement, le 11 novembre, on puisse se poser cette question-là. Ouais. Et après, consolider les liens entre le Sénégal et la France, c'est pas vraiment le lieu. Il n'y a pas de lien à consolider. Ce sont des liens qui sont là, très étroits. La preuve, on est ici au Sénégal, au journal, on parle français. Donc c'est bien que la France est bien impliquée dans ce pays-là. Il y a une relation tissée entre les pays depuis très longtemps. Mais j'aime bien rappeler que le voyage, en fait, s'est fait dans l'autre sens. C'est les Français qui sont venus ici d'abord. Et depuis, cette histoire-là, elle est ensemble. Donc consolider les liens, je ne pense pas que ce soit le terme. Moi, j'y dirais plutôt apaiser la cohabitation. Alors aujourd'hui, on parle des tirailleurs sénégalais, mais ils ne sont pas que sénégalais. Non, justement, ça aussi, c'est faudrait-il le savoir. Justement, c'est une des choses qui est précisée dans le film aussi, c'est que tirailleurs sénégalais était un terme générique, mais en fait, c'était juste pour dire tous les Noirs en fait colonisés par la France, en fait, qui étaient appelés les tirailleurs sénégalais. Alors c'est votre deuxième film en l'espace de 5 ans, Yao, puis Tirailleurs. Sans doute que l'Afrique vous interpelle, ou bien vous avez quoi? Qu'est-ce que vous entendez faire? C'est une plaisanterie, cette question au journal? Non, à 20h, comme ça, devant tout le monde? Quel est mon rapport avec l'Afrique? Qu'est-ce qui m'interpelle? Mais je suis sensible. Je suis sensible à l'Afrique parce que c'est mon ADN, c'est mon histoire aussi. Et justement, ce film-là qui parle du Sénégal et de la France, c'est mon histoire et c'est aussi ma construction, c'est mon questionnement. Je suis, moi, fait de ces deux histoires-là. Et ces deux histoires-là m'intéressent, et ces deux histoires-là sont liées. C'est bien pour ça que je suis là. C'est bien pour ça que je suis là. Je suis né, j'ai grandi en France, mais j'ai mon histoire ici aussi. Donc, c'est mon histoire personnelle, en fait. C'est ma recherche, c'est mon questionnement, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Je ne suis pas le seul dans ce cas-là. On est beaucoup comme ça. C'est sans doute un message à tous ceux-là qui ne connaissent pas très bien le continent et qui sont nés, comme vous, en France, à travers ce film. Alors, Tirailleurs, c'est un film que vous avez fait avec qui et avec quels moyens? Combien de personnes travaillaient dans ce projet? Ça dépend. En fait, si on parle des personnes qui étaient en France, il y avait une centaine, on va dire, à peu près. Et puis au Sénégal, peut-être la moitié, peut-être plus une cinquantaine. Je n'ai pas vraiment les chiffres en tête, mais ça fait du monde. On a fait 2 mois de tournage en France, dans les Ardennes, à la frontière belge, où il y a vraiment eu des affrontements pendant cette Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, on a tourné ici une dizaine de jours dans la région de Podor, une région avec beaucoup de halpoulards, c'est mignon. Alors, l'avant-première, c'est demain. Le film dure combien de temps pour, je sais pas. Vous êtes pressé? Vous voulez pas passer du temps? Je sais pas. Une heure et demie, un truc comme ça. J'ai pas le minutage. Je suis désolé. Mais c'est un bon moment. Vous verrez pas le minute passer, croyez-moi. D'ailleurs, il reste des places si ça intéresse du monde. Voilà. Il y a les dernières places encore à avoir.
Merci, qui a également endossé son manteau d'humoriste pour justement nous parler de cette avant-première qui passe ce soir, je le rappelle, à Dakar, avant la sortie officielle du film au Sénégal prévue le 6 janvier 2023. Un mot à présent sur la foire internationale de Dakar, à la découverte des expositions de Ziguinchor. La région vend ses atouts. Elle propose des produits halieutiques transformés, de l'huile de palme ou encore d'autres produits dérivés de la mangue. Ramatadem nous en dit plus. Bonjour madame, soyez les bienvenus au stand de Ziguinchor. Au niveau du stand de Ziguinchor, le visiteur a l'embarras du choix. Du miel, de la boisson bissap, du poisson sec, de l'huile de palme, de la moutarde de mangue, du vinaigre de mangue garnissent les étals, sans oublier les objets d'art. Comme d'habitude, nous sommes venus avec minimum 21 groupements de femmes, n'est-ce pas, qui sont venus exposer les produits de la Casamance. Comme vous le constatez, nous avons emmené des produits halieutiques, des produits forestiers non ligneux transformés comme le ditar, le mat et autres, n'est-ce pas, et aussi les produits agroalimentaires. Beaucoup de produits halieutiques transformés y sont exposés, ainsi que les produits naturels de la Casamance qui disposent de vertus. Tout le monde aujourd'hui connaît les vertus du citron, ses composants, ses bienfaits. Il y a plusieurs vitamines qui sont concentrées dedans. Prendre du citron, un verre de citron le matin, c'est prendre une bouffée d'énergie. Le vinaigre de mangue fait du bien au corps. C'est du 100% naturel. C'est à base de jus de mangue. Le rognier a beaucoup de vertus. Ça soulage. C'est un produit trop bon pour la santé. Au-delà des produits alimentaires, les exposants de la région de Ziguinchor sont venus avec des articles reflets de la culture casamançaise. Le temps d'une soirée, les dames de la Casamance ont mis de l'ambiance dans leur stand. Et la rédaction vous propose de revenir sur quelques moments de la Coupe du Monde au Qatar. L'Argentine sacrée champion, mais en dehors du match, en dehors de la finale, justement, nos équipes ont tourné la caméra ailleurs pour vous permettre de voir ces images que vous n'aviez pas vues lors de cette finale. Ibrahim Mboup pour les détails. Jour de finale de Coupe du Monde, des supporters à perte de vue aux abords du stade Lusail. L'affiche de la finale, Argentine-France, a drainé une foule immense. À 3 heures du coup d'envoi, c'est déjà l'effervescence. Cerise sur le gâteau, le 18 décembre, c'est le jour de la fête nationale du Qatar. Les supporters ont eu droit à un défilé aérien. Penalty de Gonzalo Montiel met fin au suspense. C'est l'explosion de joie. Zone mixte, pour des flash interviews, ils passent un coup de vent. Ils n'ont pas le temps pour répondre aux questions des journalistes. L'heure est à la fête. Première équipe africaine, demi-finaliste d'une Coupe du Monde, le Maroc a été le porte-drapeau d'un continent en nette progression qui regarde l'avenir avec beaucoup d'espoir. Cet ADN, on le construit nous pour notre continent. J'espère que tout le monde aura appris de cette expérience et de cette compétition pour qu'un jour, une équipe puisse réaliser le rêve de tous les Africains. Nous, on a buté en demi-finale. Le Ghana avait buté en quart de finale avant, le Cameroun, le Sénégal. Mais à chaque fois, on passe des étapes et il nous faudra encore du temps pour, Inch'Allah, revenir plus fort. Pour Walid Regragui, la prochaine étape, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le seul et unique titre du Maroc date de 1976. Avec cette belle génération, les Lions de l'Atlas seront difficiles à manœuvrer dans un an en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on est une des meilleures générations africaines parce qu'on est en demi-finale et ça, personne ne pourra leur retirer. Mais dans le vestiaire, j'ai dit à mes joueurs, si vous voulez rentrer dans l'histoire, il faut gagner une Coupe d'Afrique. Il faut gagner une Coupe d'Afrique. Si on gagne une Coupe d'Afrique, on sera la meilleure équipe de l'histoire africaine jusqu'à ce qu'une autre équipe gagne la Coupe du Monde. Mais il faut que dans les 3-4 ans à venir, cette génération puisse gagner une Coupe d'Afrique. Et je pense que si elle la gagne, ce sera la meilleure parce qu'on va être attendu. Et donc, ce sera beaucoup plus difficile pour cette génération de gagner une Coupe d'Afrique. Mais on va travailler dur. On a 1 an pour se préparer pour la Côte d'Ivoire.
et pourquoi pas 2 ans pour voir où se passera la Coupe d'Afrique 2025. Mais comme j'ai dit à mes joueurs, avant d'être le roi dans le monde, il faut être le roi chez soi. Et d'abord, il faut dominer dans notre continent. Alors, c'est peut-être un discours un peu agressif de ma part, mais on est ambitieux et on a envie de le faire. Le Maroc a un réel potentiel, un mélange de binationaux et de joueurs locaux guidés par un entraîneur aux approches tactiques cohérentes, des supporters passionnés. Ils ont séduit le monde de par leur enthousiasme et grosse mobilisation au Qatar. Et la grande messe du football s'est terminée en beauté pour l'Argentine et son capitaine entré dans la légende. On en était là-bas en Argentine pendant que la compétition se jouait en hiver dans un milieu désertique. Beaucoup de paradoxes pour une compétition lancée il y a 92 ans et dominée par l'Amérique latine et l'Europe. Quant à l'Afrique, elle se rapproche petit à petit du sommet Coupe du Monde d'hier à demain. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Sur 32 sélections au départ d'un mondial hivernal en plein désert, une a été finalement sacrée. L'Argentine, en été austral, touche le ciel d'une étoile après avoir été battue par une prometteuse Arabie Saoudite dans cette première fois que le tournoi se jouait au Moyen-Orient compliqué. Cette victoire sur d'anciens doubles champions du monde et futurs triples a fouetté la fierté du peuple arabo-musulman dans son ensemble et sa diversité. Et l'autre titre de ce mardi, c'est ce dispositif qui sera désormais chargé d'évacuer les eaux usées de Dakar vers la mer. Le coût global de l'émissaire marin de Dakar est estimé à 15 milliards de francs CFA et ce sera bientôt fonctionnel selon le directeur général de l'ONAS qui a visité les chantiers. Maman Moussagnan a accompagné la délégation. On a des diamètres qui font après 2 mètres. Après 1 km aussi, 1 km 203, combien de poser. L'ouvrage moderne traduit la vision du président de la République pour un mieux-être des Sénégalais. La livraison de l'ouvrage est prévue dans les prochaines semaines. Avec cette technologie, on a réduit presque à 0 l'impact environnemental. Parce qu'on a travaillé avec un système microtunnelier, qu'on a percé les terrains pour arriver jusqu'au fond marin à 30 mètres. Ce projet a une dimension exceptionnelle qui reflète donc, comme je l'ai dit, la vision de son Excellence, le président de la République. La mise en service se fera dans les prochaines semaines en relation avec les autorités. Le projet de dépollution du nord de la ville de Dakar va contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires et environnementales des populations de Dakar. L'émissaire va également décharger la station de Cambérène pour une bonne gestion des eaux usées afin d'assurer un bon cadre de vie. Et souvenez-vous, le train express régional était également un projet d'envergure qui avait impacté beaucoup de localités. Et près d'1 an après la mise en circulation du TER, l'APIX lance un programme d'accompagnement de 19 communes impactées. Le projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 4,5 milliards de francs CFA, nous dit Salusek. C'est un nouveau programme qui devrait compléter le plan de gestion environnementale et sociale du TER. Lancé avec le financement de la Banque africaine de développement, le programme Terra-Laine traduit la volonté du gouvernement de mettre en œuvre la dimension sociale dans la mise en œuvre des grands travaux de l'État. L'APIX et leurs partenaires ont mis en place ce programme spécial particulièrement pour accompagner les populations et les collectivités. Donc c'est plus de 4,5 milliards qui vont être injectés par l'APIX et leurs partenaires pour accompagner les 19 maires, surtout accompagner les collectivités des 4 départements, Dakar, Rufisque, Pikine et Keur Massar. Ce programme va ainsi participer à l'autonomisation des femmes et à la création d'emplois. Avec notamment la construction de 11 maisons de la femme équipées en matériel de production destinées à l'appui et aux activités génératrices de revenus. L'aménagement de 15 espaces multifonctionnels pour les jeunes. La construction d'un terrain de football. La réhabilitation de 6 postes de santé et le renforcement de leur plateau médical. La construction du mur de l'hippodrome et la réhabilitation de l'hippodrome Issou-Mbargane de Rufisque. De même que la réhabilitation de 3 écoles. C'est des projets qui sont venus à l'heure et ça permettra aux jeunes de pouvoir quand même mener des activités génératrices de revenus, mais également les femmes.
à travers, par exemple, la transformation des fruits et légumes, des céréales. Donc, moi, je dirais tout simplement que c'est un programme qui, aujourd'hui, sera viable et intéresse beaucoup les différentes populations. Pour son montage, tous les acteurs sont impliqués. L'option de l'APIX a été d'abord d'associer les collectivités, les populations dans l'identification des actions à mener. Les femmes ont joué un très grand rôle. Mais tout ceci coordonné par l'administration territoriale, le gouverneur, les préfets et les sous-préfets, en relation avec l'APIX, ça nous a permis de créer un groupe qui sont allés ensemble identifier quelles sont les activités à mettre en œuvre. C'est en ce sens que ce projet est novateur. Donc c'est dur que cette démarche inclusive et participative est à saluer. Nous remercions en tout cas et félicitons le directeur général de l'APIX pour cette belle initiative et également encourager les maires, donc laisser responsables au niveau des collectivités. Après cet atelier de lancement, les autorités seront sur le terrain dès demain pour procéder à la pose de la première pierre de l'espace multifonctionnel de Bargny. Lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. Le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau envisagent de renforcer la coopération policière et sous-régionale. Les explications de Moussa Mané. Pendant 4 mois, ils ont mené des activités sur le front de la lutte contre la criminalité transfrontalière entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Cet atelier est une occasion pour faire une évaluation et de dégager des recommandations fortes. Je suis très satisfait de cet engagement, de cette franche collaboration et de la transparence qui s'est tenue sur 4 mois sur des discussions qui étaient parfois très tendues, mais on est toujours sorti avec une solution lors de nos rencontres pour mener à bien cette opération. Pour le Sénégal, cette opération a été marquée par la mobilisation de toutes les forces de défense et de sécurité. Elles ont travaillé en parfaite synergie sur 10 postes frontaliers avec des équipes mixtes, de même que la participation des autorités judiciaires. Et cela est une matérialisation parfaite de la volonté des plus hautes autorités, à commencer par le chef de l'État, de faire en sorte que, en tout cas, les différentes forces de défense et de sécurité puissent travailler ensemble, faire synergie pour adresser les problématiques communes que nous avons, dont celles relatives à la lutte contre la criminalité transfrontalière. Ces mêmes actions ont été déroulées en Gambie et en Guinée-Bissau. Et aujourd'hui, on est tellement content parce qu'on voit que dans un contexte de 3 pays avec, disons, 3 réalités, soit judiciaires, soit, disons, légales et même culturelles un peu différentes. Appuyée par l'ONUDC et les experts d'Interpol, l'opération financée par la République d'Allemagne est composée de phases de formation nationale, de planification conjointe et de coordination entre les forces de sécurité des 3 pays. Parce que le défi est évident, le défi est clair, c'est que la criminalité travaille à transnational, c'est-à-dire est internationale, ne respecte pas les frontières. Alors la police, la justice, la politique doit collaborer également pour faire face aux défis qui sont liés avec cette criminalité aussi importante. Parmi les recommandations formulées, on peut noter la coopération policière et judiciaire sous-régionale, la consolidation de la synergie d'action entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. Et puis le reste de l'actualité consacré à cette initiative de la Fondation Sonatel qui a entièrement réhabilité l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Mbao. Les travaux sont évalués à au moins 115 millions de francs CFA. Et la réception de cette université a été présidée par Serigne Mamor Mbaké, Ibn Serigne Mourtada Mbaké. Amidou Diop, explication. Les travaux et les équipements financés par la Fondation Sonatel à l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Mbao ont coûté plus d'une centaine de millions de francs CFA. À l'arrivée, une université réhabilitée avec des salles équipées qui facilitent les apprentissages. Cette inauguration entre en droite ligne avec la politique RSE du groupe Sonatel dans son volet mécénat. Son volet mécénat qui est consacré à l'enseignement supérieur et à la formation des jeunes. Cette cérémonie
vient s'ajouter à la liste des réalisations effectuées dans le but d'améliorer les conditions d'études en milieu scolaire et universitaire. L'université Cheikh Ahmadou Bamba de Mbao est le prolongement naturel des instituts Al-Azhar, fondés par Cheikh Mouhamadou Mourtara Mbaké en 1974. Elle accueille actuellement plus de 2000 étudiants qui apprennent l'ingénierie, la gestion et l'agriculture. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une occasion pour nous de magnifier votre action et de vous remercier pour la spontanéité avec laquelle vous avez réagi lorsque vous avez remarqué vous-même le travail colossal et combien important que Serigne Mamor est en train de réaliser, lui seul. Nos remerciements vont vers la Fondation Sonatel qui a pris l'initiative de réhabiliter et de perfectionner notre établissement par un mobilier scolaire flambant neuf, un mobilier de bureau complètement équipé, un matériel didactique d'appoint, un matériel informatique moderne et une équipe d'entretien des locaux. L'université ainsi réhabilitée se positionne comme l'une des meilleures au Sénégal, avec comme innovation la formation aux sciences islamiques et à l'éducation religieuse. Et l'invité de ce 13h, le gouverneur de la région de Tambacounda. Comme vous le savez, dans quelques jours, le gouvernement va se déplacer dans la région avec un conseil des ministres, notamment prévu le 28, en plus de la journée de l'élevage et également d'autres programmes qui sont prévus. Notre invité, justement, le gouverneur Oumar Mamadou Diallo. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, la région s'apprête à accueillir le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement. Comment est-ce que vous préparez cet événement? Merci beaucoup, madame. C'est vrai que la région de Tambacounda va accueillir son Excellence et nous sommes en plein dans le travail de préparation pour que toutes les conditions soient réunies à l'arrivée du président de la République. Si vous me permettez, je vais revenir sur d'abord le programme de visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En principe, il va arriver le lundi 26 décembre dans l'après-midi. Ces activités vont démarrer le mardi 27 par l'inauguration du camp militaire de Goudiri qui a été réalisé récemment et ensuite l'inauguration de l'importante route de désenclavement de l'Est Tamba, Goudiri, Kidira, Bakel. Il va en profiter pour lancer aussi un programme qui tenait beaucoup à cœur les populations de l'Est, ce qu'on appelle le programme spécial de désenclavement, qui va beaucoup contribuer à la mobilité de nos populations rurales. Ça, c'est pour la matinée du mardi 27, et il revient dans l'après-midi à Tambacounda pour présider le conseil présidentiel territorialisé qu'il a donc offert aux acteurs territoriaux. Conseil présidentiel territorialisé qui est un moment de rencontre entre son Excellence, Monsieur le Président de la République, initiateur de toutes les politiques publiques, et les acteurs territoriaux que nous sommes. Ça, c'est pour la première journée donc, du mardi 27, madame. Pour le 28, il va présider le Conseil des ministres délocalisé. Je profite pour porter à votre connaissance le sentiment que les populations de Tamba ont de ce symbole. Le mercredi 28, c'est le dernier Conseil des ministres de l'année 2022. Que le président décide de le tenir à Tambacounda, cela est ressenti comme un honneur et c'est pour cette raison que toutes les populations, toutes couches confondues, se sont donné la main pour que cette visite soit un moment mémorable pour nous, populations de la région de Tambacounda. Et maintenant, dans l'après-midi du mercredi 28, une série d'inaugurations est prévue. Notamment, il va visiter l'importante centrale qui a été réalisée par l'OMVS. Il va également inaugurer la route de contournement de 10 km qui permet
si on n'a pas besoin d'entrer dans Tambacounda, de rallier directement des localités importantes comme Madina Gounass et toutes les régions du sud, mais également à l'intersection de la RN7, cette route de contournement importante pour nous permet de rallier d'abord Kédougou et d'aller vers la République de Guinée, ensuite vers la République du Mali par Moussala. Alors ça, c'est pour le 28. Le 29, c'est la grande journée de l'élevage, madame. Journée nationale de l'élevage qui est un moment pendant lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, rencontre le monde de l'élevage, le secteur des éleveurs. Nous sommes à notre 8e édition depuis qu'il l'a instituée et nous nous battons pour que cette 8e édition soit mémorable, d'abord en termes d'organisation, en termes d'accueil des délégations, mais également en termes d'initiatives qui sont annoncées au profit de ce secteur stratégique. Et dans l'après-midi, vous savez que les projets de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont changé le visage de certaines villes. Je ne parlerai pas aujourd'hui du Puma, je ne parlerai pas du PUDC, mais en comité d'organisation régionale, nous avons retenu de proposer au service du protocole que son Excellence inaugure les chantiers achevés de Promoville dans la ville de Tambacounda. Beaucoup de kilomètres de route, beaucoup de pavage, beaucoup d'éclairage. Vraiment, la réalisation de ce projet Promoville a considérablement changé le visage de la ville de Tambacounda, la capitale de l'Est. Ce ne sera pas la première fois que la région de Tambacounda va recevoir le chef de l'État ainsi que son gouvernement. Mais qu'est-ce qui fera la différence avec cette visite qui est prévue dans quelques jours? Oui, je suis d'avis avec vous, ce n'est pas la première fois, mais celle-là est particulière. Que son Excellence ait décidé de passer les 5 derniers jours de l'année quasiment dans cette partie du pays fait une particularité pour cette visite. Ensuite, quand vous voyez l'importance des inaugurations, un camp militaire, une route qui fait 252 km, réalisée selon les normes standards, le lancement d'un programme spécial de désenclavement qui va résoudre l'essentiel des problèmes de nos populations en termes de mobilité, l'inauguration de la route de contournement, plus maintenant les symboles que sont ce conseil présidentiel territorialisé et ensuite ce conseil des ministres qui se tiendra à Tamba et qui bouclera l'année en termes de conseil des ministres pour son Excellence et pour son gouvernement. Est-ce qu'on pourrait éventuellement considérer cette visite comme une sorte d'évaluation, de bilan de tous les investissements qui ont été consentis dans la région depuis lors? Vous avez parfaitement bien vu, madame, puisque pour le conseil présidentiel auquel j'ai fait référence et qui est programmé le mardi 27, ce sera l'occasion d'évaluer l'ensemble des investissements qui ont été consentis par l'État au profit de la région de Tambacounda. Je rappelle qu'en 2013, son Excellence avait tenu un conseil des ministres à Tambacounda. Et au terme de ce conseil, un certain nombre d'engagements avaient été pris, 83 au total. Donc ce sera l'occasion d'évaluer sur ces 83 engagements qu'est-ce qui a été fait et achevé, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui n'a pas encore démarré. À côté de ça, nous avons également enregistré énormément de réalisations qui sont hors engagement du Conseil des ministres. Donc ce Conseil présidentiel, ce sera l'occasion d'évaluer avec son Excellence ces investissements aussi hors engagement Conseil des ministres et nous profiterons, nous tous acteurs territoriaux, pour décliner à son Excellence ce que nous considérons comme nos priorités régionales pour la période 2022-2025 sur le plan triennal. Et vous avez avancé aussi, Monsieur le Gouverneur, sur les préparatifs. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une mobilisation populaire? Bien. Concernant les préparatifs, il y a deux aspects. L'aspect d'abord qui relève de l'administration d'État, c'est-à-dire l'organisation. Travailler à ce que d'abord le site d'accueil du président de la République soit aux normes,
Nous sommes en train de le faire avec les services présidentiels. Travailler également à ce que le site qui abritera le conseil présidentiel, qui va prendre beaucoup plus de monde, que ce site-là aussi soit prêt 48 heures avant. Et ensuite, le site qui va abriter le conseil des ministres du lendemain. Sur ces trois aspects, je peux vous rassurer que les équipes techniques sont déjà en place et que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que nous soyons prêts 2 jours avant l'arrivée de son Excellence. Concernant la journée de l'élevage, c'est le ministère de l'élevage qui est donc responsable de l'installation du chapiteau qui abritera 8000 invités. Donc là aussi, les équipes sont déjà arrivées. Nous surveillons jour après jour donc l'évolution des travaux. Et pour le moment, nous n'avons pas d'inquiétude qui puisse nous empêcher de penser à une correcte préparation de cette arrivée de son Excellence. Les équipes du protocole, d'ailleurs, sont présentement à Goudiri et la sécurité présidentielle sont arrivées ce matin. Ils sont donc allés évaluer la situation pour le camp militaire, pour la route à inaugurer et pour le PSD. Concernant Tamba, les équipes de Promobile, les équipes d'Ageroute et donc l'entreprise qui travaille sur ces chantiers sont à pied d'œuvre et de manière régulière, le comité d'organisation que je préside descend sur le terrain pour évaluer l'état d'avancement. Mais globalement, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous pensons que nous serons à l'heure et nous pourrons accueillir le président et son gouvernement dans les meilleures conditions. Et vous promettez aussi une forte délégation, une forte mobilisation plutôt. Et vous promettez aussi une forte mobilisation. Oui, nous travaillerons à accompagner les acteurs. Il semblerait qu'il y ait quelques problèmes de connexion. Je rappelle que nous sommes avec le gouverneur de la région de Tambacounda, Omar Mamadou Baldé, pour des raisons de connexion et nous nous en excusons. Nous sommes obligés de couper court cette discussion, mais vous allez le retrouver dans la version Wolof, le journal qui vous sera présenté dans quelques instants par Ayara Moboy. Merci beaucoup d'avoir suivi cette édition. Merci aussi à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur la RTS.